Au début, quand j'ai monté le bazar culturel, j'étais en auto-entreprise. Je l'ai monté d'abord seul, en micro-entreprise, et là, mais toutes les portes se ferment. T'arrives, t'es un marginal, parce que tout le monde travaille en association avec des subventions publiques. Toi, t'arrives en auto-entreprise, mais je vais même pas raconter, mais les insultes que je me suis pris, mais en fait, toutes les portes se ferment, tout le monde me regarde comme un marginal, mais c'est qui ce gars qui veut renverser le système? Enfin, on me prend pour un révolutionnaire, quoi. J'ai des élus d'une grande ville du coin qui m'ont dit, mais en fait, vous êtes en train de monter une secte, c'est quoi votre délire, quoi? C'est un pro total. Yeah, excellent. Je suis d'accord avec toi que la vision d'Elon Musk, c'est pas forcément celle que j'ai, mais par contre, il a la qualité d'avoir une vision claire. Il y a quelques mois, j'ai eu l'honneur d'être interviewé par Alex Adarjan du podcast Mimesis et fondateur du Bazar Culturel. Après cet échange passionnant, nous avons décidé d'aller à notre tour à sa rencontre, dans les Yvelines, pour mieux découvrir son travail sur le terrain avec le centre de médiation culturelle qu'il a créé. Alors, salut Alex. Salut Guillaume. Donc tout d'abord, j'ai envie que tu me dises un petit peu ton parcours, tout simplement, d'où tu viens, et comment tu as créé Bazar Culturel. Oh, longue histoire. Moi, je suis comédien au départ. J'ai fait une formation de comédien quand je suis sorti. J'ai toujours été intéressé par le théâtre. J'en ai toujours fait depuis que je suis petit. Et donc, formation de comédien après le bac. Je monte une première troupe qui s'appelait Spleen Théâtre, qui a duré jusqu'en 2020. Donc, que j'anime en tant que metteur en scène entre 2014 et 2020. Parce que, je me suis formé comme comédien, mais moi, ça m'intéressait pas plus que ça le jeu. Très vite, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était de mettre en scène. Et donc, le Covid arrive. Donc, 2020, tout s'écroule. Moi, entre-temps, je m'étais installé à la campagne, donc avec des comédiens qui vivaient à Paris. C'était compliqué de travailler, d'autant dans une période qui a été celle du Covid, du confinement, etc., qui a mis vraiment à bas beaucoup de projets artistiques. Et puis là, on avait aussi des visions qui partaient un petit peu dans des directions opposées avec l'équipe. Donc, fin de Spleen Théâtre en 2020. Et ça a été le moment des remises en question. À ce moment-là, moi, je m'interrogeais déjà sur le théâtre, parce que le monde du spectacle, tel que je le voyais à Paris, ne me parlait pas, en fait. Il y avait beaucoup d'entre-soi dans les théâtres. Moi, j'avais fait aussi du théâtre avec cette optique de faire ce qu'on appelle de la démocratisation culturelle, donc d'aller par l'art permettre de réfléchir sur des questions liées à la démocratie, à l'émancipation, etc. Et je me rendais compte, en fait, que beaucoup d'artistes étaient dans cette forme d'entre-soi, qu'on n'arrivait pas à sortir de ça. Moi, ça me plaisait pas, j'avais envie d'aller toucher d'autres publics. Donc 2020, reconversion, je pars bosser dans le social pendant 2 ans auprès des gens du voyage. Donc je me retrouve à être un peu itinérant, aller chez des gens qui vivent dans des caravanes, etc. Je découvre leur culture, leur approche, c'est un vrai choc. Et puis je kiffe, en fait. Je kiffe ce côté social-là que j'avais pas du tout dans le milieu artistique. Et donc ça a été le point de départ d'une réflexion en me disant, est-ce que les artistes sont pas déconnectés du monde réel, et est-ce qu'il faut pas
tout simplement parfois mettre de côté sa casquette d'artiste et puis juste aller voir les gens en tant qu'humain et ne pas parler en tant que oui, moi je suis un créateur machin, mais juste leur parler comme un humain normal et puis répondre à leurs besoins en fait, parce que forcément des gens qui ont des problèmes de budget, qui ont des problèmes de mobilité, et les deux sont liés, et qui ont des problèmes de légitimité parce qu'ils se sentent pas qu'ils ont leur place dans les salles de spectacle, forcément si toi t'arrives en disant oui alors moi ma perspective de création c'est celle-ci, c'est celle-là, non, ça va pas marcher. Et donc de là est venue l'idée de créer une structure qui est devenue le bazar culturel et qui permette de répondre, de lever ces freins-là. Donc d'agir sur la mobilité avec un dispositif mobile qui s'appelle aujourd'hui le Culture Truck, qui est donc un centre culturel mobile. Ça veut dire qu'avec je peux me déplacer directement chez les gens. On arrive, on pose et puis en fait on peut proposer des activités artistiques et culturelles. C'est ton camion, c'est ça? Ouais. C'est le camion qu'on a vu sur les photos là. C'est le camion que vous avez vu sur... Salut la compagnie, c'est Alex. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la vidéo qui va suivre. Aujourd'hui, je vous fais visiter mon camion et je vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour que vous puissiez vous aussi monter votre propre projet itinérant. Ouais, qui en ce moment est en réparation, ça tombe mal, c'est un peu la mauvaise période, mais qui est là, donc ouais, c'est le Culture Truck. Comment ça se passe? Un peu comme je te le disais là, c'est-à-dire qu'on arrive, on déplie, et puis en fait les activités qui sont proposées sont celles qu'on va retrouver dans un centre culturel classique. Donc ça peut être des spectacles, ça peut être des projections de films, ça peut être... Ça peut être des expositions, ça peut être des ateliers d'action culturelle qui vont tourner autour de la radio, autour de la vidéo, autour des arts plastiques, et ça peut être des ateliers de pratique artistique amateur. Voilà, t'es artiste, t'es un comédien, mais t'es aussi sportif. Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit peu aussi ton parcours aussi par rapport à ça? Et qu'est-ce qui fait? Est-ce que tu as un lien entre le sport, le théâtre, l'art? Est-ce que tu as réussi à combiner en fait ces univers? Oui. Et en fait c'est un peu la suite du projet si tu veux, parce que donc le bazar culturel naît avec cette dimension très sociale. Et en fait très vite je me rends compte que ça marche pas comme je voulais. Parce que on m'appelle du coup pour faire des actions culturelles, sauf que moi je rappelle au départ j'ai un parcours dans le théâtre et moi ce qui m'intéresse c'est de faire de l'art. Je fais des actions qui sont un peu plus socio-culturelles dans le but d'aller chercher des gens que j'aurais pas eu autrement. Mais sauf que du coup on m'appelle tout le temps, ça marche très bien, hein. J'ai une activité 2023 qui marche très bien, sauf qu'on m'appelle pour faire du socio-culturel et moi je veux faire de l'art et du coup là je me dis mince, c'est pas du tout, je m'y retrouve pas du tout. Et donc fin 2023, je suis un peu embêté, j'ai une activité qui décolle bien, mais sauf que moi ça me plaît pas du tout. Et donc je me dis tant pis, j'arrête tout et je vais me reconcentrer sur l'artiste que j'ai envie d'être. Et à ce moment-là, la question c'est, du coup, c'est quoi l'artiste que j'ai envie d'être? Et en fait, moi, ce qui m'a toujours intéressé et que j'avais jamais vraiment exploité, c'était le théâtre physique. C'est-à-dire un théâtre qui soit pas dans la parole, un peu dans la veine de Charlie Chaplin, même si c'est un très 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 gros dit comme ça, mais un théâtre qui soit pas forcément dans la parole, dans lequel on va utiliser beaucoup plus le corps et qui du coup soit beaucoup plus universel aussi, qui va s'adresser à tout le monde. Et donc fin 2023, je me dis ok, j'ai absolument aucune connaissance. Moi j'étais devenu sportif depuis 2018, 2019, je pratiquais moi beaucoup le sport, mais c'était une pratique perso. Et donc là, début 2024, je me dis si j'ai envie de développer le théâtre physique, il faut que très vite j'ai des compétences en physiologie, que très vite j'ai des compétences en anatomie, parce que si je veux coacher des comédiens derrière sur l'aspect physique, il faut que je sache de quoi je parle. Et donc de là, formation de coach sportif. Voilà, pour la faire courte. Et sauf qu'entre-temps, ce qui devait être la fin du bazar culturel n'a été en fait que le début, parce que de là, on décroche un très gros contrat dans une commune. Et du coup, ça me permet d'embaucher ma première collègue, Sarah, donc qui arrive début 2024. Et du coup de lui confier toute la partie action culturelle. Donc aujourd'hui on est 3 permanents et donc moi je m'occupe uniquement de la partie artistique et sportive du coup, mais avec cette idée de mêler sport et art. Voilà. Mais comme elle est belle la forêt. Oh la belle pomme de pin. Oh tout paraît si grand.
J'essaie de faire court. C'est super. Concernant on va dire la critique, en tout cas la remise en question du système du théâtre public et privé, oui. Qui est mis en avant par le bazar culturel, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Pourquoi cette vision? Qu'est-ce qui t'amène vers ça? Qu'est-ce que tu remets en question dans ce système-là? Et oui. Comment toi tu essayes d'avoir une approche qui soit différente? Quelle est cette approche? Oui. Y a beaucoup de choses là-dedans. Déjà, le théâtre subventionné, comme son nom l'indique, c'est des subventions publiques. On a beaucoup critiqué, c'est très à la mode ces dernières années, en tout cas c'est très en vogue, de critiquer les financements des médias. On dit ouais, mais les grands médias mainstream, ils sont financés par de l'argent public, du coup ils vont pas aller contre ce que dit le pouvoir, contre ce que veut le gouvernement, etc. Et en fait, c'est exactement la même chose dans la culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour monter un spectacle, si tu veux monter un spectacle avec une équipe professionnelle, il faut que tu ailles chercher des sous, et donc il faut que ces sous viennent de quelque part. Et donc tu as deux voies pour la faire courte. Soit tu vas demander de l'argent au ministère de la Culture, soit tu vas demander de l'argent à des entreprises privées. Et donc dans les deux cas, tu vas avoir des biais, c'est-à-dire que si tu demandes de l'argent au ministère de la Culture, il y a des choses que tu vas pouvoir plus ou moins dire. Si tu demandes de l'argent à des privés, ça va aussi donner certaines formes de spectacles. Et donc je vais caricaturer. Le cliché du théâtre privé, c'est un petit peu mon cul sur la commode. On va avoir des spectacles avec des têtes d'affiche, des comédiens qu'on va retrouver au cinéma et que là on va mettre dans des pièces de théâtre parce qu'en fait on veut que ça rapporte de l'argent. Donc les places vont être vendues très cher. Et donc on a comme ça un théâtre qui est fait de têtes d'affiche, qui est là pour remplir les caisses parce que du coup c'est du théâtre privé et qu'on cherche déjà à rapporter beaucoup d'argent et surtout à rembourser entre guillemets les personnes qui ont financé ça. Et puis tu as le théâtre public qui du coup a suivi un petit peu le même parcours que l'art contemporain de manière générale, c'est-à-dire qu'il y a eu ce phénomène de repli sur soi des artistes. Et donc aujourd'hui, pas tout le monde, on peut pas, même dans le théâtre privé, on peut jamais mettre tout le monde dans le même panier, mais tu as beaucoup de personnes qui sont dans ce truc de je suis dans la recherche, je suis un créateur, et qui en fait vont faire là aussi c'est le cliché de l'artiste qui vient tout nu sur scène et qui fait pipi quoi. Et en fait c'est ce truc qui est complètement déconnecté de la réalité, et tu te dis bah ouais, mais ça c'est financé avec nos impôts, et évidemment que quelqu'un qui n'a jamais été au théâtre, tu l'emmènes voir ça, il va se dire le théâtre c'est nul quoi. J'ai pas envie de ça me parle pas du tout. Et l'autre problème, c'est que du coup pour pouvoir être financé, il faut rentrer dans ces critères-là. Et moi très vite je me suis rendu compte que c'était pas mon cas. En fait quand j'étais à la fac et que je commençais à vouloir faire des spectacles etc, que j'en parlais autour de moi, on me disait oui mais en fait le théâtre que tu fais ne répond pas aux attentes du théâtre contemporain. Et en fait j'étais un peu de base déjà à côté de la plaque, et donc en fait tout simplement la première réflexion elle est venue de là. Comment est-ce que moi je fais pour créer, sachant que j'ai envie de créer ça mais que visiblement ce que je crée ne correspond ni à une case ni à l'autre. Et donc après de là découle toute une réflexion. Ok, et le statut d'intermittent du spectacle, non ça me parle pas parce que du coup je vais être dépendant aussi de ce système. Ok, donc il faut que je trouve une autre solution pour financer mes pièces, il faut que je trouve une autre solution, et puis en fait c'est comme ça que c'est venu au départ quoi. Quelles sont ces solutions alternatives que tu as pu mettre en place pour garder on va dire cette indépendance vis-à-vis de l'intermittence du spectacle et autres systèmes d'aide, et pour continuer du coup à développer tes projets en dehors de ce système? Et là ça a été très compliqué, très compliqué, et ça l'est toujours, hein. Aujourd'hui on n'est pas du tout indépendant. Ça s'est fait en plusieurs phases. Au début, quand j'ai monté le bazar culturel, j'étais en auto-entreprise. Je l'ai monté d'abord seul, en micro-entreprise, et là mais toutes les portes se ferment. T'arrives, t'es un marginal, parce que tout le monde travaille en association avec des subventions publiques. Toi t'arrives en auto-entreprise, mais je vais même pas raconter mais les insultes que je me suis pris, mais en fait toutes les portes se ferment, tout le monde me regarde comme un marginal, mais c'est qui ce gars qui veut renverser le système? Enfin on me prend pour un révolutionnaire quoi. J'ai des élus d'une grande ville du coin qui m'ont dit mais en fait vous êtes en train de monter une secte, c'est quoi votre délire quoi? Parce que tellement ça les sortait de ce qu'ils avaient l'habitude de voir, c'était pas possible quoi. Et donc la première étape ça a été de repasser en association, déjà de sortir de ma colère vis-à-vis du système, de dire ok de toute façon ça va pas changer en un jour, peut-être que on attrape mieux les mouches avec du miel qu'avec du vinaigre, et donc peut-être que j'ai quand même intérêt à rentrer un petit peu dans les clous, tout en gardant ma personnalité et ce que j'ai envie de faire pour que ça marche un peu. Donc première étape ça a été le repassage en association.
Et du coup, le financement, il se fait par le biais des actions culturelles, des actions sociales et culturelles, puisqu'on avait cette double casquette socio-culturelle et artistique. Et en fait, aujourd'hui, ce qui nous rapporte le plus d'argent, c'est la vente de prestations d'actions socio-culturelles et les appels à projets, les financements qu'on va toucher sur de l'action socio-culturelle. On n'est pas du tout financé sur les spectacles, mais du coup, le fait de faire rentrer de l'argent sur les actions socio-culturelles, petit à petit, moi, je mets un petit peu de côté, et derrière, ça me permet de produire pour l'instant des tout petits spectacles avec un comédien, une comédienne, mais du coup l'idée c'est que petit à petit je nourris ça, et puis il y a toujours un petit pourcentage de l'argent qu'on touche sur les actions socio-culturelles qui est mis de côté pour du spectacle vivant. Mais c'est encore très fragile, et on est quand même à 70% aujourd'hui sur de l'argent public, mais qui est pas touché sur de la création artistique, qui est touché sur de l'activité socio-culturelle. Un jour, dans ce restaurant où j'avais l'habitude d'aller, je me suis demandé si le monde était aveugle. Par le monde, je veux dire le monde entier plongé dans un aveuglement planétaire. Voilà la question. Un jour, je me suis interrogée sur l'aveuglement planétaire. Et cet aveuglement planétaire m'a fait peur. Un jour, j'ai compris. J'ai compris que c'était une caverne dans laquelle nous vivions. Et que cette caverne, ce n'était pas n'importe quelle caverne. C'était la caverne de Platon. Donc la caverne, ça se passe dans un univers dystopique dans lequel les images ont pris le pas sur la réalité. Donc on est dans un monde complètement futuriste qui est vraiment axé sur les images, et dans ce monde-là, on est centré autour d'une famille, donc la famille Palude, qui tient une faïencerie et qui cherche à commercialiser donc d'abord sa vaisselle puis ses figurines à un gigantesque quartier d'affaires qui vient de voir le jour. C'est un nouveau départ, monsieur Palude. Un nouveau départ dans un nouveau monde. Et vous en faites partie. Ouais, t'as été obligé vraiment de t'adapter en fait, et t'as pas pu vraiment être toi-même, mais de faire un peu des compromis un petit peu, c'est ça, pour te faire entendre et comprendre par les autres, quoi, pour faire accepter un petit peu. Oui, mais alors ce qui a vraiment changé la perspective, ça a été le moment où je me suis rendu compte que j'avais plus de compétences que ce que je croyais. Et ça va peut-être paraître un petit peu prétentieux de dire ça, mais en fait je me suis rendu compte que déjà j'habitais en milieu rural, je proposais des activités artistiques et culturelles en milieu rural, ce que pas grand monde faisait, voire quasiment personne. Donc déjà pour les collectivités, pour toutes ces personnes qui cherchent ce qu'ils appellent des opérateurs, on est des opérateurs de terrain, et en fait j'étais, y avait un peu que moi, et donc en fait je me suis dit est-ce que je peux pas en jouer? Est-ce que du coup, vu que en fait ils ont autant besoin de moi que moi j'ai besoin d'eux, je sais très bien que je joue à un jeu dangereux, que demain tout peut s'arrêter, et que si demain ils me coupent les vivres, du coup je me retrouve de nouveau tout seul. Est-ce que quand même je peux pas essayer d'y aller, et puis petit à petit essayer de renverser la vapeur? Ça passe par le développement d'une chaîne YouTube en parallèle, ça passe par d'autres projets qui se mettent en place, peut-être plus sur un aspect entrepreneurial, mais du coup de dire ok, je sais très bien que je joue avec le feu, mais tant pis, allons-y franco, on joue, et petit à petit on essaie de rééquilibrer. Et quand même là en 2024, ça commence un peu à bouger, ça va être très loin. Mais là, pour donner un ordre d'idée, sur le premier semestre 2024, j'avais déjà réalisé mon chiffre d'affaires de l'année 2023. Ce qui est quand même énorme, parce que ça veut dire que là, donc aujourd'hui on est 3, mais sur 3 postes, aujourd'hui j'aurai les moyens d'en autofinancer un complet. Ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques temps. Donc petit à petit ça progresse, mais c'est encore très long. Mais effectivement, il y a peut-être un jour où on sera complètement indépendant, et j'espère, et je ne vais pas lâcher l'affaire. Ouais, excellent. J'aime bien. Je me reconnais beaucoup dans le besoin d'être libre, le besoin de liberté, quoi, qui est important. Maintenant, j'ai envie de te poser une question sur ton travail qui s'inspire de l'Animal Flow. Moi je sais que le corps, c'est quand même les choses qui m'intéressent, le mouvement, le corps, la respiration, tout cet aspect énergétique. Et le théâtre, comment tu as réussi à combiner un petit peu ce lien? Ça, c'est une question que j'ai essayé de te poser tout à l'heure, mais vraiment pour... Est-ce que tu as eu une vision spécifique et tu as réussi à réunir l'environnement du corps, du mouvement et celui du théâtre? En un mot, je dirais le jeu.
C'est vraiment la notion en fait qui est au cœur de tout ça, que ce soit du théâtre, que ce soit du mouvement, que ce soit de l'animal flow, que ce soit du sport, c'est la notion de jeu qu'on perd aussi au théâtre parce que qu'on perd dans le sport, qu'on perd dans l'art parce que dans l'art il y a ce côté très professionnel, on est des artistes machin, qu'on perd dans le sport parce que du coup on vient s'entraîner avec des programmes très établis, mais en fait avant tout c'est juste du jeu quoi. Et c'est juste ok, est-ce que je peux m'éclater à, je sais pas, monter sur un poteau, est-ce que je peux m'éclater à jouer un personnage, à faire semblant que je vis une émotion. C'est exactement la même chose. Donc pour moi le lien il est là déjà. Et puis après c'est juste mettre son corps en action. En fait ce qui est chouette avec Animal Flow, ce qui m'a plu au départ, c'est que ça amène un système qui est très cadré. Et comme je disais tout à l'heure, quand j'ai décidé moi d'aller vers du théâtre physique, je savais pas du tout par où commencer. Et donc Animal Flow c'est arrivé vraiment à ce moment-là où en fait je me dis c'est très bien parce que du coup ça va m'apprendre des mouvements qui sont carrés, que je vais apprendre à reproduire tel quel. Et puis après derrière je pourrais aller chercher de la liberté. Mais la liberté, tu peux pas juste dire à quelqu'un vas-y bouge et pas lui dire comment tu bouges, tu vois. Et donc là, moi, ça m'a amené ça. Et donc ça a été le point de départ de plein de choses. Après, il y a eu d'autres pratiques. Je me suis formé à la gymnastica naturale, qui vient du Brésil. Je commence un petit peu à faire du jonglage avec du kettlebell. Donc l'idée pour moi, c'est vraiment d'aller creuser toutes les disciplines qui sont à la frontière entre art et sport et qui m'intéressent. Voilà. Tu jongles avec des kettlebells? Modestement. 8. J'ai commencé, vraiment très modestement, si des personnes... Ouais, ça marche, je t'enverrai ça. Préciser pour ceux qui ne connaisseraient pas, c'est par rapport à l'Animal Flow. Tout à l'heure en off, au tout début quand on s'est rencontrés, tu as eu une description brève mais qui était super intéressante et que j'ai trouvé très claire. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu dans les grandes lignes ce que c'est que Ouais, carrément. C'est un système de mouvement au sol qui vient des États-Unis, qui a été fondé par Mike Fitch, qui est uniquement au poids du corps et qui ressemble en très gros à un mélange de yoga, de breakdance et de gymnastique. En fait, on va s'inspirer des mouvements des animaux pour créer des flows, des chorégraphies. Donc là aussi on rejoint le côté artistique, parce qu'il y a toujours de la création dans Animal Flow. Et en enchaînant ces mouvements, ça va donner cette chorégraphie. Et ce qui est intéressant dans Animal Flow, c'est que du coup, on va pas chercher seulement à imiter les animaux, mais aussi à trouver son animal, l'animal humain, et à développer. On dit que ça permet de développer l'endurance, la coordination, l'équilibre. Et je trouve que c'est assez vrai sur la coordination. Moi, j'ai vu des résultats déjà sur moi qui étaient assez incroyables, et puis même sur des gens à qui je fais pratiquer, qui ont fait des progrès en plusieurs semaines, assez dingues, quoi. J'ai une question. Tu as dit les progrès, et qu'est-ce que ça t'a apporté justement, du coup, techniquement, concrètement? Déjà vraiment un meilleur équilibre. Aussi en termes de coordination, le simple fait de réussir à dissocier la gauche et la droite sur des mouvements à la con, mais par exemple faire tourner une épaule vers l'avant, une épaule vers l'arrière en même temps, ça c'était des trucs que j'étais incapable de faire. Voilà, donc des petits progrès comme ça, un meilleur équilibre. Aujourd'hui je suis en train de bosser pour avoir le handstand, donc le poirier enfin sur les mains, quoi. Et voilà, j'en suis moins loin qu'il y a quelques mois. Donc voilà, ça progresse petit à petit. Et tu fais aussi du street workout, c'est ça? Parce que tout à l'heure, on va se balader, on va quelques tractions. Ouais, et vas-y. Le drapeau, non, je pourrais te faire un L-sit si tu veux, mais... Ça marche, on fera un drapeau avec un levier. Ouais, c'est ça. Au niveau des projets de l'avenir du bazar culturel, je veux savoir un petit peu, quelles sont les ambitions, les projets qui
qui sont à venir? Il y en a plusieurs. Déjà, continuer à développer le côté artistique. Là, c'est vraiment ma priorité. Moi, je suis en train de développer, du coup, après Animal Flow, après la gymnastique naturelle, je suis en train de développer mon propre système de mouvement qui s'appelle Artistic Training, et donc qui est un training pour les comédiens et qui va vraiment mêler art et sport concrètement. Donc, qui a pour but premier la préparation physique des acteurs et des artistes, mais qui, dans un second temps, pourrait très bien être démocratisé à l'ensemble de la population. Et l'idée, c'est vraiment de proposer une discipline qui soit vraiment à la frontière entre les deux et qui me permette d'aller encore une fois chercher des publics un petit peu différents, parce que mon objectif de base, et ça reste quelles que soient les activités du bazar culturel, c'est vraiment la démocratisation de l'art et la culture, et ça passe par tous ces biais-là. Donc ouais, le développement du système Artistic Training, ça c'est un des gros projets d'avenir. Et puis après, pour le bazar culturel, je pense que je ne révèle pas de gros secrets. Enfin, j'espère pas, sinon mes collègues vont me taper sur les doigts. Mais ça va être de poser nos bagages. On est en train de réfléchir à acquérir un lieu. Donc là, aujourd'hui, on est dans un lieu qui est temporaire, qui est à nous, mais qui est temporaire, qui est provisoire. Mais l'idée, dès 2025, c'est d'avoir notre propre lieu dans lequel on va pouvoir accueillir des spectacles, donner des cours, développer des activités culturelles, parce que ça va aussi nous permettre de gagner en indépendance. Parce que le fait d'être itinérant, on est malgré tout aussi dépendant des collectivités qui nous accueillent. Il nous faut toujours une place de parking avec de l'électricité, etc. Et ça, moi, j'en ai marre, parce que du coup, ça rajoute une couche sur cette question de la dépendance. Donc là, ouais, il nous faut un lieu, et puis ça va être une des priorités de 2025. Vous avez déjà des pistes pour le lieu? Oui. On a une mairie avec laquelle on travaille et qui nous soutient plutôt sur ce projet-là. Donc c'est en bonne voie. Pour l'instant, je peux pas en dire plus, mais et l'idée, effectivement, c'est que ce lieu nous rapporte aussi un petit peu d'argent via les ateliers qu'on va y proposer. Ouais, excellent, super projet. T'as une question, Farid? Ouais, j'ai une dernière question. Enfin, dernière ou pas. Une des dernières. Voilà. Concernant plus sur la partie création justement des spectacles, quelles sont vos sources d'inspiration? Est-ce que vous repartez d'œuvres déjà existantes? Vous créez tout à partir de zéro? Quelle est la méthodologie, on va dire, pour choisir les histoires que vous voulez raconter et comment vous les mettez en scène? Moi, j'aime bien les mythes et les contes et tout ce qui va être le plus universel possible, qui va parler au plus de gens possible. Donc les spectacles que j'ai créés avec ma première troupe, c'était beaucoup adaptés de mythes. J'ai bossé sur le mythe de la caverne de Platon. J'ai travaillé sur le mythe d'Isis et d'Osiris. C'était mon dernier spectacle avant 2020. Et puis là, dans les choses que j'ai pu faire récemment, on a fait les Fables de La Fontaine l'année dernière. Donc on est plutôt quand même sur des choses le but, c'est d'aller vraiment parler à un maximum de personnes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté universel, et c'est comment en fait on raconte des histoires à partir de choses que tout le monde connaît, quoi. C'est le côté un peu ce qui me plaît en fait, c'est le côté que j'ai jamais vécu pourtant, mais c'est les histoires au coin du feu. Ce truc où en fait on va se passer à l'oral des histoires. Enfin, je dis que j'ai jamais connu ça, mais si, j'ai mes grands-parents qui me racontaient un peu des mythes, des légendes urbaines quand j'étais gamin, et je pense que ça m'a un peu marqué. Mais ouais, l'idée c'est ça, c'est de se servir de petites histoires que tout le monde connaît et d'essayer en fait de combler les trous. Dans ce qu'on a fait avec Isis et Osiris, c'était exactement ça. En fait, on l'a transposé au Moyen-Orient, dans une famille musulmane, et donc en fait on racontait l'histoire d'une jeune femme qui se radicalise et le dieu auquel elle croit, c'est Osiris. Et donc à travers cette histoire-là, on racontait le mythe d'Isis et d'Osiris. Et donc en fait, l'idée c'est de prendre ces contes-là, de les transposer dans autre chose, et puis de voir ce qui en sort. Voilà, là le texte qui m'attire particulièrement et que j'aimerais monter, c'est Le Guerrier Pacifique de Dan Millman. J'allais t'en parler. Ouais. Et donc ça c'est en cours de réflexion. Là pour l'instant on n'a pas encore le budget parce que c'est beaucoup plus cher qu'un petit format avec un comédien, mais en tout cas c'est en perspective. Ouais, parce que j'avais vu sur le site, je fais Le Guerrier Pacifique. Parce que moi je suis un fan, ça fait partie des livres qui m'ont éveillé à la vision, on va dire, spirituelle aussi, le côté, je sais pas comment dire en fait, à chaque fois c'est toujours un peu compliqué. Mais du coup toi, là tu voudrais, c'est quel passage que tu veux faire? Tout. Ah, tout. Je vais adapter l'histoire du début à la fin, une vraie pièce quoi. Une vraie pièce qui raconte l'histoire du guerrier pacifique. Avec combien d'acteurs? Au moins 3. Je veux le rôle de Dan, le rôle de Socrate, et puis le rôle de la jeune fille dont j'oublie le prénom dans l'histoire, mais ouais. Ouais, mais au moins ces 3 personnages-là, et puis après, ouais. Excellent.
Charlie, je te propose de clôturer. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas envie de se mouiller. Non, je vais. Est-ce que je peux te demander à toi de clôturer? Est-ce que tu aurais juste un mot de la fin pour les personnes qui nous regardent? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir de cette interview et du bazar culturel et de tout ce que vous mettez en place au quotidien et tout ce que tu nous as présenté aujourd'hui? Déjà quelque chose que j'ai pas eu l'occasion de dire depuis le début de l'interview. Merci beaucoup à vous deux d'être venus jusqu'ici. Je suis hyper touché et vraiment très très content de vous accueillir et de faire cette vidéo avec vous. Vraiment ça me touche sincèrement. Donc vraiment merci du fond du cœur. Ça c'est la première chose et puis en fait je sais pas s'il y a une deuxième par rapport. Je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses par rapport au bazar culturel. Donc peut-être un message que tu as à passer. C'est quoi ton message? Il y a une phrase que j'aime bien qui est si vos rêves ne se réalisent pas, c'est que vous n'avez pas rêvé assez grand. Et c'est ça que j'aimerais dire pour finir. Et ça s'est toujours avéré vrai pour moi, c'est-à-dire que quand il y avait un rêve qui se réalisait pas, et c'est qu'en fait j'avais pris le truc par le petit bout de la lorgnette et qu'en fait il y avait quelque chose de plus grand qui m'attendait derrière. Donc voilà, rêvez grand et puis normalement ça devrait fonctionner si vous mettez les choses qu'il faut en place.